L'Agence Qualité Construction est une association, loi 1901, reconnue d'intérêt général, et dont la vocation unique est la prévention des désordres et l'amélioration de la qualité de la construction. Historiquement, en réponse à cette vocation, elle a essentiellement orienté ses travaux autour de la prévention des désordres relevant de la garantie décennale. Elle a ainsi développé des observatoires et a produit de nombreux outils didactiques à destination des professionnels et du grand public, avec comme objectif d'alerter sur les difficultés récurrentes et mettre en exergue de bonnes pratiques. Depuis quelques années, nous avons élargi notre regard aux enjeux liés aux désordres générés par des événements naturels, mais toujours avec la volonté de développer des recommandations pour la prévention des dégâts, pour améliorer la résilience des constructions. C'est dans ce cadre que nous avons décidé, en 2020, de réaliser des vidéos pédagogiques autour de la résilience des constructions vis-à-vis de ces inondations, du phénomène de retrait-gonflement des argiles, du confort thermique d'été et des problèmes cycloniques. La présente vidéo, présentée par Denis Chessou, est plus spécifiquement orientée inondation. Elle permet à Éric Daniel Lacombe d'aborder des enjeux et des méthodes dont le domaine d'application est beaucoup plus large que les seules inondations. Bonjour à tous et bienvenue dans ces rendez-vous AQC, résilience climatique de la construction. On va parler aujourd'hui inondation avec vous, Éric Daniel Lacombe. Bonjour Éric. Bonjour Denis. Dites-nous, vous en tant qu'architecte, comment vous positionnez, comment vous luttez contre ce changement climatique, parce que là, ça rigole plus aujourd'hui. Ça rigole plus, vous avez raison Denis. Et donc pour lutter, il faut un peu parler et en même temps inventer. C'est ça que font les architectes, c'est-à-dire qu'on regarde et on peut être créatif. Et donc la première idée, c'est une idée de démarche que j'appelle l'évaluation inventive. Et donc j'essaye de ne pas séparer l'évaluation de la situation. En inondation, on appelle ça un aléa, c'est-à-dire que c'est exactement ce que nous avons devant nous, c'est-à-dire que c'est de l'eau qui monte, qui coule, qui se retourne, qui bouleverse, qui devient impétueuse. Et donc de chercher en même temps des réponses architecturales, urbaines, économiques, paysagères à ces éléments-là. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas manquer d'acteurs pour ne pas manquer de contradictions. Et je fais très attention d'avoir, par exemple, à la fois un maire et un préfet, à la fois des habitants et les services de l'État, parce que chacun ne pense pas pareil. Certains veulent abriter, certains veulent continuer à faire comme si de rien n'était, certains veulent prendre peur, certains pourraient trop braver les choses. Et donc, il faut que ces contradictions puissent exister. Pour qu'elles existent, il ne suffit pas d'en parler, ça ressemblerait trop à un cours de morale, il vaut mieux les dessiner. Et quand on les dessine, on peut retourner vers la prudence, vers la responsabilité, et ainsi prendre des arbitrages. Donc cette évaluation inventive, elle est souvent séparée dans le monde de l'architecture. D'un côté, il y avait ceux qui faisaient les programmes, et puis nous, les architectes, on faisait fabriquer de la forme, qui a conduit, à mon avis, trop de formes et trop de façades. Ouais. Là, avec la question du risque climatique, avec la question du changement, ça se superpose. Ouais. Et les arbitrages sont, je ne veux pas dire plus éthiques qu'esthétiques, mais ils sont quand même plus sensés. Alors Éric, maintenant parlons effectivement de ce qui est essentiel dans la prise en compte aujourd'hui, dans un projet, de ces risques naturels. Alors le problème, c'est que c'est soit on parle du risque avant ou après. Oui. Aujourd'hui, en France, on en parle trop après et pas assez avant. La première tentation, c'est de revenir soit à l'idée qu'on ne fera plus rien, soit à l'inverse, qu'on reviendra à un état initial comme avant, en faisant un abri encore plus solide. Si l'abri est plus solide, il s'appelle d'habitude une digue, c'est-à-dire qu'il y a la digue qui vous protège de tout, comme des parents protégeraient des enfants, mais les enfants font un peu les crétins. Oui. Et c'est ce qui se passe. Quand la digue de la Faute-sur-Mer est là, les gens pensent qu'on ne verra plus jamais la mer, ni avec les yeux, ni en vrai dans le quartier, et on fait un urbanisme qui n'y pense plus, un urbanisme qui peut devenir dangereux. Oui. Et la deuxième tentation, que j'entends comme architecte, et ici je trouve ça très bien d'en parler, serait une tentation encore plus d'un abri solide, plus de fondation, plus de béton, plus de solidité. Mais ça veut dire que, un, on n'aura peut-être pas les moyens de se la payer pour tous, et deux, ça pose un gros problème, c'est que l'abri étanche vous sépare de la nature, et donc, si vous êtes séparé de la nature, vous ne la comprenez plus, et vous ne savez plus comment réagir quand elle est là. Quelles sont vos expériences qui peuvent là vraiment nous éclairer Je peux vous en citer au moins 3 qui sont très hétérogènes, et qui sont, par exemple, à Romorantin, j'ai dû, comme ça, transformer une ancienne usine, l'usine Matra, qui construisait des voitures, et qui fait quand même un grand terrain de 7 hectares. C'est où on met le curseur. Et en fait, on a passé un an sur Romorantin à dire que le curseur serait à 80% pour la nature, la régulation naturelle,
et 20% pour l'emprise. Ça a divisé par 2 le programme du maire. Il pensait faire 400 logements, on n'en a fait que 200. Mais quand l'eau est montée en 2016 sur ce quartier qu'on avait anticipé, eh bien l'eau est passée sans faire aucun dégât pour le quartier, parce qu'il y avait réellement 80% du sol, je dis bien de l'emprise au sol, qui avait permis de faire passer l'eau à travers ce quartier. Ça, c'est ce que j'appelle en plan, pour parler comme un architecte. Si j'appelle maintenant en coupe la réalisation, on pourrait se dire qu'on met le premier plancher au-dessus des plus hautes eaux connues et que ça suffirait, avec ce que tous les architectes appellent des pilotis. Eh bien, j'ai une deuxième idée, c'est qu'il vaut mieux faire comprendre des gradins quand l'eau est à 0, à 50 cm, 1 mètre ou 1,50 m. Donc j'ai dessiné un quartier, je ne me prends pas pour un architecte Maya, en 3 gradins, voire des gradins négatifs, parce qu'il y a aussi des choses sous l'eau. Et les gradins négatifs, quand ils se remplissent d'eau, eh bien à ce moment-là, il y a l'alerte. Voyez ? Et pour qu'on regarde vers le bas, j'ai mis des très jolies plantes aquatiques, j'ai fabriqué des passerelles pour que les gamins, quand ils reviennent de l'école, finalement, regardent la nature et disent à leurs parents, attention, l'eau est en train de monter, sortez vos voitures. Vous voyez ce rapport entre nature et voiture. Le deuxième, c'est qu'est-ce qu'on fait quand un bâtiment a déjà été frappé? Après le préventif, la transformation. Et bien là, de l'autre côté, j'ai gagné un autre concours où une maison des jeunes et de la culture avait été détruite pour 2 millions. Et j'ai proposé qu'on fabrique une métamorphose de cette maison de la culture. Finalement, en faisant une idée très simple, j'ai pris le rez-de-chaussée, je l'ai mis au premier étage, le premier étage au deuxième étage. Ce qui était au rez-de-chaussée, je l'ai réparti dans le reste de la ville sur des endroits au sec. Et au rez-de-chaussée, qui est devenu un grand préau transparent, on a inventé des nouveaux usages. Le troisième, c'est la grande métropole du Grand Paris. Là, on est avec la très grande densité urbaine. On ne pourrait pas faire le 80% de régulation naturelle. Mais c'est autre chose qu'il faut inventer. Et ce qu'il faut inventer, c'est la culture des habitants. C'est la culture du rapport à la nature. Et le dernier que je suis en train de dessiner, là j'y passe ma vie, c'est la ville de Mandelieu, frappée en 2015, beaucoup de morts, énormément de dégâts, au pied des montagnes dont la tempête Alex nous a rappelé que c'était des montagnes rapides et vertigineuses. Et pour dire un mot sur l'eau, là dans les montagnes, ce ne sont pas des crues lentes qui remplissent des grands bassins versants, ce sont des bassins versants qui sont excessivement abrupts. Vous les voyez pratiquement avec vos yeux et qui descendent et qui transportent tous les cailloux. Ce sont des entonnoirs. Des entonnoirs de vitesse. Et là, je viens d'y marcher. Et c'est étrange parce qu'on pense à l'inondation comme de l'eau. Et là, ce sont des cailloux. On appelle ça le transport solide. Ce sont les cailloux qui ont arraché les maisons. Alors, vous êtes un véritable expérimentateur. Est-ce qu'il y a des choses qui sont reproductibles? La démarche l'est. J'ai démarré avec la ville de Sucy, en Brie, et la ville de Gournay. Ce ne sont pas les mêmes. Il y en a une, c'est le débordement de la Marne. L'autre, c'est le ruissellement du Morbihan. Mais par exemple, il y a des questions qui sont en dénominateur commun. Dans ces deux villes-là, personne ne veut des digues. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, on n'habite quand même pas au bord de la Marne pour plus voir la Marne. Et puis quand la digue est là et que l'eau la dépasse, et donc l'enjambe et rentre dans la ville, eh bien elle ne ressort plus. Et finalement, là, on est encore sur la qualité des constructions. Si une maison est mouillée très longtemps, elle s'abîme plus vite. La deuxième chose sur le chemin qu'on va prendre sur ce que vous appelez la résilience aujourd'hui, elle est double, c'est comment la nature va nous aider à d'une certaine manière, accepter ces chocs thermiques et accepter ces passages de l'eau, lents ou rapides. Vous voyez, hein, si c'est lent, ça reste longtemps. Si c'est rapide, c'est plus fort, mais ça reste moins longtemps. C'est-à-dire qu'une fois que l'eau a descendu la vallée, elle n'est plus dans la vallée. Et donc, de comprendre ces phénomènes. 3, ça veut dire qu'il va falloir familiariser les gens avec la nature et ne plus être surpris de la neige qui tombe comme il y a 2 jours, de plus être surpris des canicules qui arrivent. Ma troisième idée, c'est de croiser 2 risques, par exemple l'inondation et la canicule. C'est-à-dire qu'à partir de demain, et même d'aujourd'hui, ça va être à la fois le trop et le pas assez. Exact. Quand je suis avec Magali Regueza, la grande géographe de l'ENS, elle me dit, Eric, travaille tant que tu veux encore sur l'inondation, un jour tu auras les problèmes d'étiage du Rhône. C'est-à-dire que le Rhône n'aura plus d'eau. S'il n'a plus d'eau, il n'aura plus de transport solide. Et ces transports solides feront que la Camargue n'aura plus de sol. Et donc à ce moment-là, la Méditerranée rentrera. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour faire réfléchir à ce qu'on pourrait appeler un bien commun que de ne pas penser la catastrophe toujours du côté de la catastrophe. C'est pour ça que j'aime bien d'être du côté du préventif, mais de se dire aussi qu'il peut pleuvoir et faire beau. Mais faire beau, ça veut dire qu'il peut faire trop chaud. Et si vous regardez la Californie, chaque fois qu'il a fait très chaud, on a des inondations monstrueuses. Et chaque fois qu'on a des inondations monstrueuses, on a des sols qui vont craquer. Et donc, ça, c'est le côté difficile. Le côté positif, c'est que croiser les risques, ça veut dire, c'est ce que je fais pour la Maison des Jeunes et de la Culture, que ces grands préaux que j'ai rendus transparents au passage de l'eau, l'hiver ou au printemps, vont servir pour toutes les fêtes d'école et l'été à des préaux ventilés, sensibles et frais au bord de la rivière, pour que chacun
des habitants de ce quartier puissent profiter de la rivière et donc l'aimer pour la comprendre. Un grand merci à vous et à très bientôt. Je vous souhaite la bienvenue au 9e Congrès international du bâtiment durable. Je m'appelle Ruth Schagemann. Je suis la directrice du département pour la politique professionnelle nationale et internationale à la Chambre des architectes du Bade-Wurtemberg. Je suis également membre du conseil d'administration du Conseil européen des architectes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de suivre votre congrès de Venise. À Venise a lieu la Biennale de l'architecture qui se penche sur la question à savoir comment cohabiter à l'avenir. À la fin des années 60, Richard Buckminster Fuller avait déjà donné une réponse à cette question dans son livre Operating Manual for Spaceship Earth. Il a écrit la phrase suivante: nous ne pourrons pas opérer le vaisseau spatial qui est la Terre si nous n'adoptons pas une vision globale et complète et si nous ne la considérons pas comme notre destin. Il faut impliquer tout un chacun ou personne. Depuis, plus de 50 ans se sont écoulés et il fallait une Greta Thunberg, l'urgence climatique qui a été déclarée par le Parlement européen en 2019 et il fallait la pandémie de la COVID-19 pour réaliser ou viser une transformation qualitative du bâti existant. Avec l'objectif de devenir un continent climatiquement neutre jusqu'en 2050, nous avons fait un pas en avant. Au cours des 10 prochaines minutes, j'aimerais bien vous donner un petit aperçu des contributions potentielles du nouveau Bauhaus européen. Avant la COVID-19, nous avons vu un discours qui considérait la culture de la construction comme un accessoire qui ne devait pas être intégré dans la discussion énergétique ou dans la discussion législative. Toutes les discussions concernant le bâti étaient axées sur des propositions technocratiques ou le bâti neuf. Prenons un exemple, la directive sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Dans cette directive, on trouve un certificat énergétique. Pourquoi plutôt prendre un certificat climatique ou une clause de l'innovation? Suite à la pandémie, la donne a changé. Nous savons que le bâti existant émet 40% des émissions de CO2. Ça, c'est un fait reconnu et on commence à tirer des conséquences. Nous voyons que la nécessité de transformer notre environnement est évidente et doit être accélérée. Mais comment faire? Le monde économique doit faire avancer la transition numérique de l'Union européenne. Pour soutenir le monde économique, 27 États membres ont adopté à l'unanimité le cadre financier pluriannuel. C'est une action sans précédent. 1,8 milliard d'euros ont été mis à disposition pour relancer l'économie dans l'ère post-Covid et pour soutenir différents secteurs de l'Union européenne. Mais il y a encore d'autres aspects. Par exemple, nous avons besoin d'un changement de mentalité au niveau de l'Union européenne. Il faut aller au-delà de cette mentalité des silos pour faire converger davantage les travaux des différentes directions généraux. Un exemple, ce seront les directions générales énergie, culture et croissance qui devraient coopérer davantage. Le troisième point, nous avons besoin d'une réorientation dans les projets de loi et dans la politique. Nous attendons un changement de paradigme comme à l'époque de Jacques Delors avec son plan d'intégration approfondie de l'Union européenne. Et une directive ou un règlement d'une loi européenne qui vise la durabilité
faciliter la décarbonation jusqu'en 2050. En même temps, on veut relancer l'économie suite à la pandémie. Le règlement d'une loi européenne pour le climat fixera l'objectif d'une décarbonation totale jusqu'en 2050. Mais nous voyons également un objectif intermédiaire. Jusqu'en 2030, les émissions des gaz à effet de serre seront réduites de 55%. En parallèle, nous avons plusieurs stratégies qui sont interconnectées. Un exemple serait le nouveau plan d'action économie circulaire. Il s'agit de réaliser la transformation vers une économie circulaire avec le focus sur le secteur du bâtiment. En même temps, on essaye de développer la taxonomie pour le monde financier qui définit des produits verts, aussi des bâtiments. Cette taxonomie aura un impact sur l'octroi de crédit, la valeur du bâtiment existant et les programmes de subvention. Nous avons actuellement la vague de rénovation où on veut décarboniser le bâtiment existant et augmenter le taux de rénovation de 1% à 2%. Ces différentes stratégies sont intégrées dans un projet de loi exhaustif qui s'appelle Fit for 55. Ce projet de loi a été présenté en juillet 2021 et a été concerté sur tous les secteurs avec 13 projets individuels. Il s'agit d'une nouvelle directive de l'efficacité énergétique, de la directive sur les énergies renouvelables et aussi la directive pour le bâtiment de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, vous voyez que l'impact sera énorme, mais les citoyens et les citoyennes ne vont pas pouvoir saisir cet impact. Une Union européenne qui a la réputation d'être très détachée de la réalité quotidienne ne va pas convaincre, même si elle fait du bien. Ursula von der Leyen a changé la donne avec son discours il y a un an. Le narratif a changé. On peut même parler d'un changement de paradigme. Elle a mentionné un nouveau Bauhaus européen. Elle a dit qu'elle veut créer un nouvel espace de créativité dans lequel des architectes, des artistes, des ingénieurs, des étudiants et des designers pourraient coopérer. C'est la première fois qu'on mentionne ces métiers dans un discours de l'Union européenne. On essaye de faire converger la durabilité et l'esthétique. Et cet appel pour lancer le nouveau Bauhaus européen devrait faire comprendre l'impact du Green Deal pour les citoyens et aussi offrir une possibilité pour atteindre les objectifs du Green Deal jusqu'en 2050. En même temps, on commence à fermer le fossé entre la culture de l'architecture et la politique européenne. Pour la première fois, on parle de l'architecture en tant que facteur pour l'environnement et comment intégrer la vague des rénovations. Une nouvelle idée est née, une nouvelle idée qui essaye de voir comment cohabiter à l'avenir. Le Bauhaus n'était pas un phénomène de mode à l'époque. À l'époque, le Bauhaus essayait de donner des réponses aux grands défis d'antan. Mies van der Rohe a déjà dit que seulement une idée a la possibilité de se propager. C'est une idée qui pose des questions et qui cherche des réponses. C'est une idée qui est intégrée dans une discussion sans solution préfabriquée. C'est une idée qui essaye de faire converger l'architecture, l'aménagement du paysage et l'aménagement urbain. Une idée qui tient compte de notre patrimoine culturel, architecture, qui essaye d'intégrer de nouveaux matériaux, de nouveaux règlements et nouvelles méthodes pour générer un nouvel environnement de vie, un nouveau cadre de vie. C'est une idée qui tient compte des métiers de l'information. Nos métiers garantissent une architecture de qualité et un cadre de vie digne d'être vécu. Prenons par exemple les modifications
pour les familles, l'emploi et la santé. Et si tout ça change, les exigences envers le cadre de vie changent également. La Commission européenne veut modifier cette réglementation aussi grâce au nouveau Bauhaus européen. L'intérêt est énorme et nous voyons qu'il y a des chances. Même si le nouveau Bauhaus européen sera une institution européenne, elle sera composée d'un réseau et d'institutions partout en Europe, dans les régions. Elle doit être même plus. Ce réseau doit jeter les fonds pour un tissu qui permet une croissance créative. Ainsi, nous pourrons faire converger, collecter des connaissances partout en Europe et créer une mémoire européenne. Pour ce faire, les connaissances doivent être traitées par des chercheurs pour pouvoir les intégrer aussi dans le cadre législatif. Les aspects qualitatifs doivent être intégrés dans les lois tout autant que les aspects techniques ou environnementaux. Et à l'avenir, nous devons montrer qu'une architecture de qualité doit être compatible avec les standards techniques. Ceci aura un impact direct sur le loi et le droit environnemental et le droit de la construction ainsi que le droit des marchés. Le nouveau Bauhaus européen aura également une influence sur la vague des rénovations. On peut transformer cette vague de rénovation dans un projet culturel. Il faut essayer, assurer que ces nouveaux aspects soient intégrés aussi dans la législation nationale. Le nouveau Bauhaus européen misera sur un renforcement de la position des professions libérales dont les architectes, qui ont un rôle clé à jouer pour atteindre les objectifs. Parce qu'il faut agir ensemble. Architectes, politiques, administration, urbanistes, paysagistes et citoyens et citoyennes doivent agir ensemble. Pour reprendre la citation de Richard Buckminster Fuller, il faut impliquer tout un chacun ou personne. Merci beaucoup.